Il n'était plus guère qu'à une quinzaine de milles de Monte Cristo lorsque le soleil commença à se coucher derrière la Corse, dont les montagnes apparaissaient à droite, découpant sur le ciel leur sombre dentelure. Cette masse de pierre, pareille au géant Adamastor, se dressait menaçante devant la barque, à laquelle elle dérobait le soleil, dont la partie supérieure se dorait. Peu à peu, l'ombre monta de la mer et sembla chasser devant elle ce dernier reflet du jour qui allait s'éteindre. Enfin, le rayon lumineux fut repoussé jusqu'à la cime du cône, où il s'arrêta un instant comme le panache enflammé d'un volcan. Enfin, l'ombre, toujours ascendante, envahit progressivement le sommet, comme elle avait envahi la base, et l'île n'apparut plus que comme une montagne grise qui allait toujours se rembrunissant. Une demi-heure après, il faisait nuit noire. Heureusement que les mariniers étaient dans leur parage habituel, et qu'ils connaissaient jusqu'au moindre rocher de l'archipel toscan, car au milieu de l'obscurité profonde qui enveloppait la barque, Franz n'eût pas été tout à fait sans inquiétude. La Corse avait entièrement disparu, l'île de Monte Cristo était elle-même devenue invisible, mais les matelots semblaient avoir, comme le lynx, la faculté de voir dans les ténèbres, et le pilote qui se tenait au gouvernail ne marquait pas la moindre hésitation. 1 heure à peu près s'était écoulée depuis le coucher du soleil lorsque Franz crut apercevoir, à un quart de mille à la gauche, une masse sombre. Mais il était si impossible de distinguer ce que c'était que, craignant d'exciter l'hilarité de ses matelots, en prenant quelques nuages flottants pour la terre ferme, il garda le silence. Mais tout à coup, une grande lueur apparut sur la rive. La terre pouvait ressembler à un nuage, mais le feu n'était pas un météore. « Qu'est-ce que cette lumière ?» demanda-t-il. « Chut !» dit le patron. « C'est un feu. »« Mais vous disiez que l'île était inhabitée. »« Je disais qu'elle n'avait pas de population fixe, mais j'ai dit aussi qu'elle est un lieu de relâche pour les contrebandiers. »« Et pour les pirates ?»« Et pour les pirates, » dit Gaétano, répétant les paroles de Franz. « C'est pour cela que j'ai donné l'ordre de passer l'île, car ainsi que vous le voyez, le feu est derrière nous. » Mais ce feu, continua Franz, me semble plutôt un motif de sécurité que d'inquiétude. Des gens qui craindraient d'être vus n'auraient pas allumé ce feu. Oh, cela ne veut rien dire, dit Gaétano. Si vous pouviez juger au milieu de l'obscurité de la position de l'île, vous verriez que, placé comme il l'est, ce feu ne peut être aperçu ni de la côte ni de la Pianosa, mais seulement de la pleine mer. Ainsi vous craignez que ce feu ne nous annonce mauvaise compagnie. C'est ce dont il faudra s'assurer, reprit Gaétano, les yeux toujours fixés sur cette étoile terrestre. Et comment s'en assurer? Vous allez voir. À ces mots, Gaétano tint conseil avec ses compagnons, et au bout de 5 minutes de discussion, on exécuta en silence une manœuvre à l'aide de laquelle en un instant on eût viré de bord. Alors on reprit la route qu'on venait de faire, et quelques secondes après ce changement de direction, le feu disparut, caché par quelques mouvements de terrain. Alors le pilote imprima par le gouvernail une nouvelle direction au petit bâtiment, qui se rapprocha visiblement de l'île, et qui bientôt ne s'en trouva plus éloigné que d'une 50aine de pas. Gaétano abattit la voile, et la barque resta stationnaire. Tout cela avait été fait dans le plus grand silence, et d'ailleurs, depuis le changement de route, pas une parole n'avait été prononcée à bord. Gaétano, qui avait proposé l'expédition, en avait pris toute la responsabilité sur lui. Les 4 matelots ne le quittaient pas des yeux, tout en préparant les avirons et en se tenant évidemment prêts à faire force de rame, ce qui, grâce à l'obscurité, n'était pas difficile. Quant à Franz, il visitait ses armes avec ce sang-froid que nous lui connaissons. Il avait 2 fusils à 2 coups et une carabine. Il les chargea, s'assura des batteries et attendit. Pendant ce temps, le patron avait jeté bas son caban et sa chemise, assuré son pantalon autour de ses reins, et comme il était pieds nus, il n'avait eu ni souliers ni bas à défaire. Une fois dans ce costume, ou plutôt hors de son costume, il mit un doigt sur ses lèvres pour faire signe de garder le plus profond silence, et, se laissant couler dans la mer, il nagea vers le rivage avec tant de précaution qu'il était impossible d'entendre le moindre bruit.
Seulement au sillon phosphorescent que dégageaient ses mouvements, on pouvait suivre sa trace. Bientôt ce sillon même disparut, il était évident que Gaetano avait touché terre. Tout le monde sur le petit bâtiment resta immobile pendant une demi-heure, au bout de laquelle on vit reparaître près du rivage et s'approcher de la barque le même sillon lumineux. Au bout d'un instant, et en 2 brassées, Gaetano avait atteint la barque. « Eh bien ?» firent ensemble Franz et les 4 matelots. « Eh bien, dit-il, ce sont des contrebandiers espagnols. Ils ont seulement avec eux 2 bandits corses. »« Et que font ces 2 bandits corses avec des contrebandiers espagnols ?»« Eh, mon Dieu, Excellence, reprit Gaetano d'un ton de profonde charité chrétienne, il faut bien s'aider les uns les autres. Souvent les bandits se trouvent un peu pressés sur terre par les gendarmes ou les carabiniers. Eh bien, ils trouvent là une barque, et dans cette barque, de bons garçons comme nous. Ils viennent nous demander l'hospitalité dans notre maison flottante. Le moyen de refuser secours à un pauvre diable qu'on poursuit. Nous le recevons, et pour plus grande sécurité, nous gagnons le large. Cela ne nous coûte rien, et sauve la vie, ou tout au moins la liberté, à un de nos semblables, qui, dans l'occasion, reconnaît le service que nous lui avons rendu, en nous indiquant un bon endroit où nous puissions débarquer nos marchandises sans être dérangés par les curieux. « Ah ça, dit Franz, vous êtes donc un peu contrebandier vous-même, mon cher Gaetano. »« Et que voulez-vous, Excellence ?» dit-il avec un sourire impossible à décrire. « On fait un peu de tout. Il faut bien vivre. » « Alors vous êtes en pays de connaissance avec les gens qui habitent Monte Cristo à cette heure. »« À peu près. Nous autres mariniers, nous sommes comme les francs-maçons. Nous nous reconnaissons à certains signes. »« Et vous croyez que nous n'aurions rien à craindre en débarquant à notre tour ? » ?»« Absolument rien. Les contrebandiers ne sont pas des voleurs. »« Mais ces 2 bandits corses, reprit Franz, calculant d'avance toutes les chances de danger. « Eh mon Dieu, dit Gaetano, ce n'est pas leur faute s'ils sont bandits. C'est celle de l'autorité. »« Comment cela ? » ?»« Sans doute. On les poursuit pour avoir fait une peau, pas autre chose. Comme s'il n'était pas dans la nature du Corse de se venger. »« Qu'entendez-vous par avoir fait une peau ? Avoir assassiné un homme ? » dit Franz, continuant ses investigations. « J'entends avoir tué un ennemi, reprit le patron, ce qui est bien différent. » « Eh bien, fit le jeune homme, allons demander l'hospitalité aux contrebandiers et aux bandits. Croyez-vous qu'ils nous l'accordent ? » ?»« Sans aucun doute. »« Combien sont-ils ? » ?»« 4, Excellence. Et les 2 bandits, ça fait 6. »« Eh bien, c'est juste notre chiffre. Nous sommes même, dans le cas où ces messieurs montreraient de mauvaises dispositions, en force égale et par conséquent en mesure de les contenir. Ainsi, une dernière fois, va pour Monte Cristo. » « Oui, Excellence, mais vous nous permettrez bien encore de prendre quelques précautions. »« Comment donc, mon cher, soyez sage comme Nestor et prudent comme Ulysse. Je fais plus que de vous le permettre, je vous y exhorte. »« Eh bien alors silence, fit Gaetano. » Tout le monde se tut. Pour un homme envisageant comme Franz toute chose sous son véritable point de vue, la situation, sans être dangereuse, ne manquait pas d'une certaine gravité. Il se trouvait dans l'obscurité la plus profonde, isolé au milieu de la mer avec des mariniers qui ne le connaissaient pas et qui n'avaient aucun motif de lui être dévoués, qui savaient qu'il avait dans sa ceinture quelques milliers de francs, et qui avaient 10 fois, sinon avec envie, du moins avec curiosité, examiné ses armes, qui étaient fort belles. D'un autre côté, il allait aborder sans autre escorte que ses hommes, dans une île qui portait un nom fort religieux, mais qui ne semblait pas promettre à Franz une autre hospitalité que celle du calvaire au Christ, grâce à ses contrebandiers et à ses bandits. Puis cette histoire de bâtiment coulé à fond, qu'il avait cru exagérer le jour, lui semblait plus vraisemblable la nuit. Aussi placé qu'il était entre ce double danger peut-être imaginaire, il ne quittait pas ses hommes des yeux et son fusil de la main.